Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez les 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Des représentants de près de 100 pays se sont réunis ce samedi à Hanoï au Vietnam pour signer la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le cyberspace était devenu un terrain fertile pour les criminels, leur donnant une portée sans précédent et la capacité de se déplacer à des vitesses inimaginables. L'ONU affirme à cette occasion que le traité vise à renforcer la coopération internationale sur l'utilisation criminelle des technologies informatiques. Au fil des ans, le cyberspace est devenu un terrain fertile pour les criminels, leur offrant une portée sans précédent et la possibilité de se déplacer à une vitesse inimaginable il y a seulement 10 ans. Chaque jour, des escroqueries sophistiquées escroquent des familles, volent des moyens de subsistance et drainent des milliers de dollars de nos économies. Les horribles images d'abus sexuels sur mineurs laissent des traumatismes à vie. Dans le cyberspace, personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas. Notre vulnérabilité, où qu'elle soit, peut exposer des personnes et des institutions partout dans le monde. C'est pourquoi nous avons besoin d'une réponse collective mondiale forte. That is why we need a strong collective global response. Dans ce sillage chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a signé au nom de l'Algérie la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité, cette dernière étant le premier instrument international dédié à la lutte contre la cybercriminalité dans lequel l'Algérie a joué un rôle central en présidant le comité ad hoc chargé de son élaboration et en conduisant le processus de négociation depuis mai 2021, ayant abouti à son adoption lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2024. À noter bien sûr que 64 États et organisations régionales ont paraphé cette convention. Dans notre dossier sahraoui ce soir, le responsable du secrétariat politique du Front Polisario, Amrabi Helmami, a condamné le projet américain visant à légitimer l'occupation marocaine, le qualifiant de honteux et contraire aux exigences du droit international. Dans son intervention lors d'une réunion des membres de l'unité politique et administrative du Martyr al-Hafad vendredi, le responsable sahraoui a qualifié le projet de tentative ratée et flagrante d'imposer la proposition marocaine et de légitimer l'occupation, ainsi que de complot visant le projet de la nation sahraoui, soulignant la détermination du Front Polisario à obtenir l'indépendance et la liberté. De son côté, le Mexique a réaffirmé sa volonté de continuer à défendre la cause sahraoui dans les instances internationales. Le ministère mexicain des Affaires étrangères a salué les relations bilatérales qui unissent les deux pays et s'est engagé à renforcer le dialogue et la compréhension mutuelle dans un communiqué publié vendredi à l'occasion du 46e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec la RASD. Au Maroc, l'étau se resserre sur le Merzen alors que les manifestations pacifiques ne faiblissent pas depuis des semaines. La Gen Z continue de réclamer un changement immédiat dans le royaume. Les détails, Souhila Kilal. Au Maroc, la rue grogne et poursuit sa révolte contre le régime du Merzen dans une vague de protestations pacifiques menée par plusieurs secteurs en début de semaine, dont le mouvement Gen Z. Un mouvement dont les revendications légitimes sont accueillies depuis des semaines par la répression policière et les arrestations arbitraires, reflétant ainsi l'échec cuisant du gouvernement à trouver des mécanismes clairs pour lutter contre la corruption et les conflits d'intérêts. La génération Z ne fait que réclamer ses droits les plus légitimes qui concernent également tous les citoyens. Et c'est leur droit de protester. Tout le monde dans ce pays, notamment la presse libre, cherche le droit à une vie digne et à ce que chaque Marocain bénéficie de ses droits à la santé, à l'éducation, au travail et au logement. Si on veut mettre fin à cette pression sociale et à ces manifestations, il faut que le gouvernement réponde à ces revendications et pense à changer sa politique qui ne met pas le citoyen au cœur de ses priorités en général.
De leur côté, les syndicats marocains de différents secteurs ont menacé d'escalade et ont annoncé l'organisation de sit-ins de protestation contre la détérioration des conditions de travail et l'absence de signes de réforme. Le premier syndicat à menacer d'escalade n'est autre que celui de la santé, qui emboîte le pas aux étudiants des instituts de soins infirmiers qui sont descendus dans la rue contre la marginalisation et l'exclusion. Nous savons que le secteur de la santé au Maroc est négligé, surtout en ce qui concerne les infirmiers. Nous avons des diplômés, mais ils sont au chômage, ce qui est en totale contradiction avec le manque que nous avons dans le secteur de la santé. Nous protestons aujourd'hui contre le manque de postes budgétaires. Nous constatons que les diplômes sont nombreux, mais le nombre de postes est réduit. Alors que le secteur de la santé souffre d'un manque de personnel infirmier, autant qu'étudiants, nous comblons ce manque grâce à nos stages sans être rémunérés. Nous avons donc deux revendications: pourvoir un nombre suffisant de postes pour les diplômés et la rémunération des stages par lesquels nous comblons le manque de personnel sans être rémunérés. L'étau se resserre sur le Merzen qui se retrouve assiégé de toutes parts, une situation qui reflète le degré de congestion au Maroc, après la fermeture de tous les canaux de dialogue et la généralisation de la marginalisation et de l'exclusion, ainsi que la détérioration des conditions de vie. La rue est devenue l'ultime recours pour le peuple marocain assoiffé de ses droits les plus légitimes. Coopération sino-tunisienne, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, annonçait vendredi la disponibilité de Pékin à partager son expertise dans le domaine du développement de l'industrie chimique. Dans un entretien accordé à l'agence de presse tunisienne, le diplomate chinois précisait qu'une équipe technique a été dépêchée cette semaine par une entreprise chinoise chargée de la construction d'une usine de phosphate dans l'un des gouvernorats voisins de la ville de Gabès, et ce afin d'évaluer la situation environnementale dans la région. Le diplomate a par ailleurs relevé que l'industrie chimique était un secteur dangereux, rappelant que de nombreux pays à travers l'histoire ont été confrontés à de graves incidents de pollution. L'IATF d'Alger a été, en plus d'un grand événement économique continental, une rampe de lancement stratégique, notamment avec la participation du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. À cette occasion, les deux présidents avaient convenu de la mise en œuvre de projets de coopération stratégique, à l'instar de l'extension de la route transsaharienne vers ce pays pivot d'Afrique, ou encore un partenariat en matière d'élevage et de sécurité alimentaire. Et le premier jalon de ce partenariat stratégique a été l'ouverture cette semaine d'une ligne aérienne reliant Alger à N'Djamena dans le cadre du redéploiement de la compagnie aérienne nationale Air Algérie sur le continent africain, dans l'objectif de transformer l'aéroport international d'Alger en hub international et dans l'effort d'accompagnement de la dynamisation du secteur économique productif. Je voudrais d'abord partager avec vous toute ma joie d'assister à l'inauguration officielle de la ligne aérienne Alger-N'Djamena, qui traduit la vision commune du président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, et de son homologue algérien, le président Abdelmadjid Tebboune, qui œuvrent tous deux pour une Afrique mieux connectée, plus intégrée et plus unie. L'ouverture de cette ligne aérienne est un jalon supplémentaire dans le renforcement des relations séculaires qui existent entre nos deux États, liées par l'histoire, la culture, la tradition et effectivement la solidarité africaine. En reliant Alger à N'Djamena, Air Algérie crée un pont stratégique entre l'Afrique du Nord et le Sahel, entre la Méditerranée et le cœur du continent qu'est le Tchad. Ce vol renforcera davantage les échanges économiques entre nos hommes d'affaires, facilitera davantage la mobilité de nos étudiants et offrira évidemment de nouvelles options à nos voyageurs tchadiens et algériens. Je profite donc de l'occasion pour féliciter l'ensemble des acteurs algériens et tchadiens qui ont été donc mobilisés de façon spontanée pour justement faire en sorte que ce projet voit le jour aujourd'hui avec donc la présence de tout un chacun. C'est un événement qui est majeur. Je vois depuis tout à l'heure des accolades, des sourires, de la générosité de la part de nos deux concitoyens
C'est un honneur pour nous d'être présents aujourd'hui et je voudrais vraiment féliciter particulièrement donc l'apport et la contribution de mon frère, l'ambassadeur d'Algérie présent ici à N'Djamena, et également l'ambassadeur du Tchad, basé donc à Alger, qui ont contribué nuit et jour en collaboration avec les administrations algériennes et tchadiennes pour faire en sorte que ce projet aboutisse. Situation sécuritaire désastreuse au Mali. La crise du carburant que connaît le pays ne semble pas prête d'être réglée, et ce malgré les mesures prises par les autorités consistant à escorter les convois de transport. La raison, le contrôle de certains ex-routiers par le groupe terroriste Jenim qui impose sa loi aux transporteurs. Ces derniers se trouvant, selon des sources médiatiques, obligés de négocier et d'accepter certaines règles imposées pour pouvoir poursuivre leurs activités. Le blocus sur certaines villes du sud et de l'ouest du pays et les attaques contre les convois de carburant ont provoqué une pénurie telle que les autorités, incapables de neutraliser le groupe, se sont mises à parer au plus urgent pour assurer la disponibilité de l'essence dans les pompes. À noter que le pays est soumis depuis le putsch à une situation économique de plus en plus difficile, en plus d'une situation politique décriée par la majeure partie des acteurs de la société civile malienne. Conflit au Soudan, l'armée de l'air soudanaise a lancé une attaque contre l'aéroport intérieur de la ville de Nyala, occupée par les forces de soutien rapide dans le sud-ouest du pays. Les sources militaires rapportent que des drones de l'armée ont pris pour cible un avion cargo à l'aéroport de Nyala, le détruisant. L'avion transportait des fournitures militaires destinées à la milice des FSR selon un communiqué. Et on le sait, la situation humanitaire au Soudan s'enlise de jour en jour. Les responsables humanitaires de l'ONU ont exprimé leur inquiétude face à la crise croissante, qualifiant la situation de pire urgence de déplacement dans le monde et appelant à une action internationale immédiate pour éviter une catastrophe supplémentaire. À noter que depuis avril 2023, le conflit entre l'armée soudanaise et les FSR a fait plus de 20 000 morts et 14 millions de déplacés selon l'ONU et les autorités locales. Et c'était jour de vote ce samedi en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont dirigés toute la journée vers les bureaux de vote pour désigner leur président parmi 5 candidats en lice, dont le chef de l'État sortant Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011. Les détails à Malem Zenzitoné. Dès les premières heures de ce samedi, les Ivoiriens se sont rendus aux urnes. Près de 9 millions d'électeurs étaient conviés à départager les 5 candidats de cette élection présidentielle, notamment Alassane Ouattara, qui brigue son 4e mandat. La participation est l'un des principaux enjeux de ce scrutin. Les Ivoiriens se disent confiants. Je suis content, fier et net. Je vois l'avenir vraiment parfait, avec la paix et la tolérance aussi. Le vote, c'est une action patriotique, une action citoyenne, montrer ta citoyenneté, l'amour pour ton pays. Parce que c'est la population qui choisit son dirigeant. Donc c'est vraiment important que tous les citoyens se mobilisent à ce jour-là pour venir porter leur choix sur le candidat dont ils estiment le mieux à diriger la Côte d'Ivoire dans les 5 prochaines années. Au pouvoir depuis 2011, Alassane Ouattara, qui était accompagné de son épouse, a voté ce matin à Abidjan. Celui qui est à la tête du pays depuis presque 15 ans a appelé ses concitoyens à voter massivement et a laissé entendre que ce serait sa dernière campagne. Voter, c'est important, surtout voter pour le président de la République. Voter est important, surtout pour le président de la République. Vous savez, les 5 prochaines années seront celles qui feront avancer la Côte d'Ivoire. J'espère que les gens le comprendront et que ce vote sera donc un vote de confiance. Et que ce vote sera donc un vote de confiance. La seule femme candidate à cette élection présidentielle ivoirienne, à savoir Simone Gbagbo, ancienne première dame, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement des urnes.
Dans le bureau de vote ici, tout se passe bien. Tout se passe bien dans les bureaux de vote. J'espère que la situation continuera ainsi dans tout le pays. On ne peut pas donner de chiffres, on ne peut que donner une tendance, que la tendance soit ma victoire. Que la tendance soit ma victoire. Les opérations de vote se sont achevées à 18h heure locale et GMT. Les résultats sont attendus en début de semaine prochaine pour savoir quel sera le prochain président de ce pays, premier producteur mondial de cacao. Un mot de sport avec cette médaille d'argent remportée au concours de la poutre des mondiaux 2025 de gymnastique artistique qui se déroule à Jakarta en Indonésie par la gymnaste algérienne Kélia Nemour. Après son sacre vendredi aux barres asymétriques, Kélia a obtenu la note de 14,300 en finale de la poutre derrière l'athlète chinoise médaillée d'or, une nouvelle prouesse de notre athlète national. Et puis football, l'USM Alger a décroché son billet pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football après avoir pris le meilleur sur les Ivoiriens de l'Académie de Fad, 3-0 ce samedi au stade du 5 juillet d'Alger en match comptant pour la manche retour du deuxième tour préliminaire. Ils seront donc deux clubs algériens à défendre les couleurs nationales en phase de poule de la Coupe de la CAF après la brillante qualification du CR Belouizdad validée, on le rappelle, vendredi au stade Nelson Mandela de la capitale. Alger, on y reste. La 10e édition du Festival national de la création féminine s'est clôturée vendredi à la Villa Boulkine, qui a rendu hommage durant une semaine à la femme du Grand Sud algérien. L'ultime activité du festival a été un défilé de mode haut en couleurs et d'une beauté grandiose. Felah Leili. Au Grand Musée de l'Afrique, la femme du Sud algérien est à l'honneur. Le Festival national de la création féminine s'achève sur une note d'identité et de fierté. Belle édition, une belle aventure. 20 wilayas du Sud étaient présentes avec nous. Nous avons rendu un hommage à la femme du Sud, mais dans toutes ses facettes. Que ce soit le théâtre, l'écriture, la poésie, les contes et légendes, etc. Nous voulons lui rendre un hommage parce que c'est une femme complète. C'est une femme qui a toujours gardé ses valeurs, les valeurs ancestrales et les valeurs surtout du patrimoine algérien. Défilés de mode, musique et contes populaires se mêlent pour raconter un même message. Un patrimoine vivant porté par des femmes créatives et inspirées. C'était un voyage pour moi à travers toutes ces régions, toutes ces richesses et ce savoir-faire de toutes ces femmes qui pendant longtemps restent quand même dans l'anonymat parce qu'elles sont dans la pudeur, elles sont un peu en retrait. Et on a découvert leur savoir-faire, on a découvert des métiers extraordinaires, des produits extraordinaires qui nous ont enrichis, nous, dans notre inspiration. C'est-à-dire on a envie de collaborer avec ces femmes pour pouvoir créer d'autres collections et d'autres produits dans l'avenir. Alors c'est un grand honneur de participer à ce festival, notamment cette édition qui porte sur la femme du Sud et qui me tient particulièrement à cœur. Donc c'était vraiment un plaisir de participer et d'honorer la femme du Sud. Nous avons un devoir de mémoire. Moi, en tant que styliste, en tout cas, je me sens investie de cette mission. On doit aussi communiquer sur le vêtement traditionnel, les codes du vêtement traditionnel, pour préserver aussi ce côté ancestral. Des voix, des couleurs et des symboles. Ce festival prouve que la femme algérienne est une véritable ambassadrice de l'art et du patrimoine. Ce qui est important, c'est de souligner que c'est pour les femmes, en particulier pour les femmes du Sud algérien. D'abord, c'est un honneur de voir, nous les femmes, de voir des festivals comme ça dédiés à nous, à la créativité, ce qui montre que la femme est très très créative du point de vue de la peinture, du stylisme, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle est artiste dans plusieurs domaines. À travers leur création et leur voix, ces femmes font rayonner l'âme algérienne entre héritage, beauté et modernité.
Et à l'occasion de la journée nationale de l'arbre, l'Algérie a lancé ce samedi la campagne nationale de plantation 2025-2026, placée sous le slogan « Verte par la volonté de Dieu ». Une vaste opération qui vise à planter 1 million d'arbres en une seule journée à travers tout le territoire national pour restaurer les écosystèmes et renforcer le couvert végétal. Maria Chouyer était au cœur de la mobilisation. Sous le slogan « Verte par la volonté de Dieu », l'Algérie a donné le coup d'envoi d'une vaste campagne verte à travers tout le territoire national. Ce samedi 25 octobre, une date qui coïncide avec la journée nationale de l'arbre, des milliers de citoyens à travers tout le pays se sont donné rendez-vous pour célébrer la nature et renouveler leurs promesses envers la terre. J'ai ramené mes enfants ici afin qu'ils participent à cette campagne de plantation d'arbres. J'espère que cette initiative durera dans le temps. Nous avons planté des arbres, nous les avons arrosés et je suis vraiment très contente d'avoir participé à cette campagne. Dès les premières heures de cette matinée, l'odeur de la terre humide s'est mêlée au rire d'enfants. Pelle à la main, ils étaient contents de planter un arbre. Les images parlent d'elles-mêmes quand on voit ce nombre important de participants qui ont rejoint spontanément la mobilisation, alors même que l'accès à cette région n'était pas facile. Il y avait beaucoup d'embouteillages. C'est quelque chose qui fait plaisir et qui montre que le peuple algérien est conscient de l'importance de l'environnement durable. Comme vous le savez, cette opération s'inscrit dans le cadre de la grande campagne visant à planter environ 1 million d'arbres à l'échelle nationale. L'État dispose actuellement d'une stratégie visant à reconstruire d'ici 2030 le couvert végétal forestier sur une superficie atteignant 4,7 millions d'hectares. Le coup d'envoi de la campagne nationale s'est tenu simultanément dans plusieurs wilayas du pays. Encadrés par les services des forêts, ils ont mis en terre les premiers plans de la campagne nationale de plantation 2025-2026. Une mobilisation nationale sans précédent, pensée pour tenir compte des spécificités et des conditions climatiques de chaque région. Le but de cette opération de reboisement est de faire de notre pays un territoire verdoyant. C'est un acte de civisme. Planter un arbre, c'est investir dans l'avenir et préparer un environnement sain pour les générations futures. Associations, élèves, agriculteurs et simples citoyens se sont tous réunis aujourd'hui pour le même objectif, redonner vie aux terres fatiguées et freiner la désertification qui gagne du terrain. Voilà, mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.